C'était il y a 2 semaines, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, décidait de prolonger la période d'inscription au concours de recrutement de professeurs pour compenser le manque de candidats. Le ministère ne donne pour l'instant aucun chiffre sur le nombre d'inscrits au concours, mais on entend déjà dire que ce nombre pour 2023 est inférieur à celui de l'an dernier à la même date, sachant qu'il était déjà historiquement bas. Un problème ancien qui s'est aggravé ces dernières années puisque la France a perdu 20 000 candidats en 10 ans. Pour en parler, le recteur de l'Académie de Guyane, Philippe Dulbecco, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Dulbecco, manque d'attractivité ou réelle crise de l'attractivité, c'est quoi votre perception finalement de la situation actuelle ? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les chiffres pour la Guyane ne sont pas mauvais. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, le nombre d'inscrits au concours de professeurs des écoles est identique à celui de l'année dernière. On en est à combien ? Bon, à peu près 800. D'accord. Il avait baissé, pour être totalement objectif, entre l'année précédente et l'année dernière. Donc on est en train de rattraper une baisse, mais cette année, le chiffre est plutôt meilleur que celui de l'année dernière. Comme on poursuit les inscriptions jusqu'au mois de décembre, on peut penser qu'on arrivera au chiffre de N-2, donc le chiffre qui est à peu près 1000 candidats. Bon. Et après, proportionnellement, si on compare ce chiffre-là en Guyane par rapport aux autres académies, on se situe à peu près dans les mêmes moyennes, on est au-dessus, on est en dessous ? Alors honnêtement, j'ai pas les chiffres pour les autres académies, je peux pas vous renseigner, mais en tout cas pour nous, je dirais la situation ne s'est pas considérablement aggravée. Pour autant, il faut répondre à votre question. On a une transformation de la société, vous le savez, on a un certain nombre de métiers qui étaient avant des métiers extrêmement porteurs, les métiers régaliens. Moi, je viens d'une génération où il y avait un engagement autour d'un certain nombre de métiers. Ces métiers sont moins attractifs et donc il faut en tirer les conséquences. Je pense que c'est pas conjoncturel, je pense que c'est quelque chose de structurel. Donc je pense qu'il faut se préparer dans les prochaines années à avoir peut-être une démarche plus offensive. Il faut aller vers, il faut rendre le métier plus attractif. Vous savez que le ministre a pris l'engagement que tout enseignant en début de carrière sera rémunéré au moins 2 000 euros. Il faut sans doute rendre les concours, les simplifier. Vous voyez, là il y a une démarche, vous le savez, en Guyane, où on va pouvoir élargir le vivier on va en parler justement, en sollicitant plus de monde. Il faut le rendre attractif, il faut simplifier, et puis je pense qu'il faut vraiment aller vers les jeunes, leur expliquer ce qu'est le métier. Et je vous remercie de m'avoir invité, parce que c'est un formidable métier. Il y a pas seulement les jeunes. On a beaucoup de personnes d'un certain âge, âgées, qui font une forme de reconversion et qui ont envie de rentrer dans le monde de l'éducation. Et ça, il faut absolument faciliter ces entrées, je dirais, en cours de carrière. Ça ressemble quand même à une solution prise un petit peu dans la panique, ce rallongement des délais pour s'inscrire au concours. Il y a beaucoup de syndicats qui disent finalement que c'est un aveu d'échec. Qu'est-ce que vous répondez ce matin, Philippe Dulbecco ? Moi, je sens pas notre ministre en panique. Non. Pour le côtoyer souvent, et encore hier soir, en visioconférence. Non, je le sens plutôt serein. C'est une mesure pragmatique. Vous savez, je crois qu'il faut qu'on s'adapte aux évolutions de la société. Les évolutions de la société, c'est pas prévoir des concours de recrutement, 6, 7, 8, 9 mois avant, tout bloquer dans une machine, mettre en place des protocoles rigides. C'est s'adapter, c'est tenir compte, je suis économiste de formation, de l'offre et de la demande. Et lorsqu'il y a un désajustement entre l'offre et la demande, prendre les mesures qui s'imposent. Malgré tout, ce genre de concours rigide, comme vous dites, on en voit également dans d'autres secteurs et qui, pour le coup, ne souffrent pas de cette attractivité-là. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ? Je sais pas, regardez les métiers régaliens. Regardez les problèmes que nous avons aujourd'hui pour recruter des infirmières. Regardez les problèmes que nous avons dans l'Hexagone, pas en Guyane, pour recruter des assistantes sociales. Donc on a effectivement une certaine crise d'évocation de ce que j'appelle moi les métiers régaliens. Il faut en tenir compte, encore une fois, il faut s'adapter. Il faut faire, alors je vais utiliser un gros mot, il faut faire du sourcing, il faut aller chercher les gens, il faut aller leur expliquer ce que nous faisons, il faut leur expliquer l'intérêt de rentrer dans nos métiers et dans nos professions. Moi, je trouve très intéressant qu'une proportion de plus en plus importante de personnes qui ont fait une carrière dans le privé décident aujourd'hui de regagner l'éducation nationale. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'à un moment donné, dans leur carrière, dans leur projet de vie, ça peut devenir une mission intéressante pour eux. Quand vous dites privé, vous parlez d'éducation privée, d'école privée, ou bien non, même de privé, tout autre métier qui se disent j'ai envie de devenir enseignant ? Le privé, aujourd'hui, toute personne qui a 5 ans d'activité autre que dans l'enseignement
on lui offre la possibilité, par un concours spécial, de pouvoir nous rejoindre. Et je trouve ça très bien. Philippe Dulbecco, j'ai regardé un petit peu les problèmes qui reviennent le plus souvent d'après ce que rapportent les enseignants, mais pas que, puisqu'il y a eu aussi un rapport publié au mois de juin sur la crise d'attractivité du métier d'enseignant, dirigé par le sénateur Gérard Longuet. Oui. Les éléments qui reviennent, c'est mieux payer les enseignants, notamment les débutants, et proposer plus de perspectives d'évolution avec des progressions de carrière plus intéressantes. Est-ce que vous partagez ces deux solutions, Philippe Dulbecco? Totalement. Oui. Totalement. Et comme on se dit tout, puisqu'on est entre nous ici, oui. En Guyane, il y a une problématique supplémentaire. Il y a l'attractivité en termes financiers, mais il y a le logement, qui est un sujet très important. Il y a le transport, qui est un sujet très important. Si nous voulons avoir des enseignants épanouis sur l'ensemble du territoire, nous devons aussi travailler le logement. Sur les à-côté, finalement, pour accompagner l'arrivée des enseignants. C'est un package. C'est un package qui va rendre le métier plus attractif. Vous savez, on a quelques difficultés sur les écarts, sur les fleuves, parce que on a des problèmes tout simplement de logement. Saint-Laurent, on a quelques difficultés pour pouvoir loger dans de bonnes conditions nos enseignants, donc on doit travailler avec les collectivités locales, les bailleurs. Franchement, on le fait plutôt bien. On le fait plutôt bien. Vous voyez, on avait une solution un peu bloquée à Camopi, on a trouvé des solutions avec le maire. On avait des solutions un peu bloquées du côté de Apatou, un écart à côté d'Apatou. On a trouvé des solutions avec les bailleurs sociaux. Donc il faut faire tout ça pour rendre le métier attractif. On ne peut pas se contenter d'appuyer sur un bouton, mesdames et messieurs, inscrivez-vous au concours, attendre que les gens s'inscrivent, constater qu'il y en a un petit peu moins et ne rien faire. Mais on en est où justement sur toutes ces questions-là de logement, de transport pour les enseignants? Et là je parle surtout et majoritairement des communes isolées. Vous faites du cas par cas ou bien il y a des réflexions, on va dire, un petit peu plus globales pour pérenniser cet accompagnement des enseignants? On fait du cas par cas parce que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Lorsqu'il s'agit d'une école primaire du premier degré, eh bien, vous le savez, c'est la commune. Lorsqu'il s'agit de collèges et de lycées, c'est la collectivité territoriale de Guyane. Et donc nous travaillons au cas par cas selon les situations auxquelles nous sommes confrontés pour essayer de trouver des éléments de solution. Si l'entrée dans le métier était moins brutale, il y aurait plus de candidats. C'est un discours qui revient assez souvent pour expliquer en partie ce manque de personnes qui s'inscrivent au concours de l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces débuts qui parfois peuvent être difficiles? Non, je pense que c'est les débuts pour tout métier. Chaque fois qu'on épouse une profession, qu'on rentre dans une profession, il y a un temps d'adaptation. Et de ce point de vue-là, vraiment, je crois que l'éducation nationale a fait un travail intéressant avec les professeurs stagiaires, avec l'accompagnement, avec la formation en amont. Non, je ne crois pas que ce soit brutal. Il y avait effectivement, et ça il faut le dire, un problème d'attractivité salariale qui, avec les Grenelles de l'éducation, vous le savez, a déjà été comblé. Et avec les nouvelles mesures décidées par notre ministre qui commencent à produire ses effets. Vous savez, 2 000 €, moi j'ai une fille qui a fait une faculté de droit parisienne, elle vient d'être recrutée avec un Master 2, c'est le salaire qu'on lui a proposé. J'aimerais qu'on parle, Philippe Dulbecco, des contractuels. Il y a eu 4500 enseignants contractuels supplémentaires qui ont été recrutés partout en France par l'éducation nationale à la rentrée pour faire face à la pénurie de professeurs. On a entendu énormément de témoignages de ces enseignants dire que les débuts ont été plus que difficiles, d'avoir été projetés parfois devant des classes sans aucune formation. Est-ce que ça a été aussi le cas en Guyane, de recruter un petit peu dans l'urgence pour ne pas qu'il y ait de classes sans professeurs? Vous savez que de ce point de vue-là, je souris, on a un peu d'avance. Puisque nous, ce que j'appelle les contractuels structurels, c'est-à-dire ceux sans lesquels le système ne fonctionne pas, sont là, sont présents en nombre depuis de nombreuses années en Guyane. Vous savez, le chiffre, on peut le donner, on fonctionne avec 30% de contractuels structurels. Structurels, ça veut dire que ce sont des collègues comme les autres. Ça veut dire que nous essayons de les recruter dans les meilleures conditions possibles, avec le même degré d'exigence. Les inspecteurs sont très vigilants sur la qualité des dossiers, et nous essayons surtout de les accompagner très rapidement et très tôt en termes de formation. Et quand je dis ça, quand je dis de manière un peu ironique, on a un peu d'avance, oui, on a un peu d'avance. Nous, on sait comment accompagner les enseignants contractuels. Mais imaginons, vous donnez la possibilité à ces 30% du coup de contractuels d'être CDIsés, de devenir titulaires. S'ils aimaient tant être contractuels, est-ce qu'ils refuseraient d'avoir ce poste-là plus fixe? Mais c'est exactement la proposition qui est faite aujourd'hui. Vous savez que nous avons dans 3 académies de France
Créteil, Versailles et la Guyane, et ça c'est assez exceptionnel. Qui sont les 3 académies où il y a le plus de difficultés pour recruter des enseignants. Exactement. Nous offrons la possibilité à tous les contractuels qui sont en poste depuis 18 mois, s'ils le souhaitent, d'être titularisés à travers un concours simplifié. Je dis bien simplifié. J'ai pas dit un concours de connivence, dégradé. Je dis simplifié, une épreuve écrite, une épreuve orale. Et à partir du moment où ils apportent la preuve qu'ils sont qualifiés pour, ils seront titularisés. C'est ça, ce CAPES avec affectation locale ? Non, c'est uniquement pour les professeurs des écoles. D'accord. Donc le premier degré. Pour le CAPES avec affectation locale, oui, vous avez raison d'en parler. L'Académie de Guyane a été une des toutes premières à revendiquer cette possibilité. Nous le faisons chaque année. Mais je dois vous dire que sur les places que nous mettons au concours, nous n'avons malheureusement pas suffisamment, non pas de candidats, mais de personnes qui réussissent le concours. Ça dit quelque chose ? Oui, ça dit que nous avons toujours un haut degré d'exigence. Oui, un haut degré d'exigence pour titulariser les enseignants, mais au final, peut-être un petit peu moins pour les contractuels. Non. Est-ce que c'est vrai ? Je vais vous poser la question sans détour. Philippe Dubéco, on dit quand même que, vu le manque d'enseignants qu'on a en Guyane et le recours à ces contractuels dont vous nous parlez, 30% tout de même, on se retrouve parfois avec des personnes qui n'ont pas le niveau de se retrouver en face des élèves. Avec une licence, on a les capacités universitaires, entre guillemets, pour pouvoir candidater, mais que sans formation, et ça n'est pas un problème de ces personnes en tant que telles, que sans formation, c'est parfois difficile d'enseigner avec un niveau d'enseignement qui est parfois pas excellent. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je peux pas vous dire que ce type de situation ne se présente pas, comme dans tout métier. Enfin, moi j'étais président d'université, j'ai recruté beaucoup de monde à des fonctions logistiques, financières, gestion des ressources humaines, et on peut se tromper dans les recrutements, on peut essayer de faire au mieux. Donc je ne vous dis pas que ce type de situation ne se présente pas, mais enfin quelqu'un qui a une licence, quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui est accompagné. Vous savez, un enseignant, lorsqu'il prend son poste, il n'est pas seul. Il est d'abord dans une équipe pédagogique. Il ne faut pas oublier qu'il y a un directeur d'établissement. Il ne faut pas oublier que nous avons un panel d'inspecteurs dont une partie du travail, c'est précisément d'accompagner ces enseignants entrants. Donc ils ne se retrouvent pas seuls. Après, bien sûr qu'on est confronté, comme toute profession, à des situations dans lesquelles il y a pas un parfait ajustement entre ce qu'on aurait souhaité et l'individu. Bon, voilà, notre travail aussi, c'est de trouver des solutions pour ces individus de manière à ce qu'ils ne restent pas devant les élèves. Philippe Dubéco, il y a le nombre d'enseignants, mais il y a aussi la qualité, on en a parlé, la question salariale, du salaire des enseignants, mais il y a aussi de nombreuses voix qui s'insurgent d'une, je cite, pluie de réformes et d'injonctions déconnectées des réalités qui a accru la mise en porte-à-faux face aux besoins grandissants de nos élèves. Il ne faudrait pas seulement un autre budget, il faudrait aussi une autre vision du métier. Et là, je synthétise, on va dire, ce qu'énormément de syndicats rapportent aujourd'hui. Philippe Dubéco, c'est vrai que l'image du métier d'enseignant, elle s'est particulièrement dégradée. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je suis très fier de porter la politique que le ministre souhaite développer aujourd'hui avec le président de la République. Pour la première fois, moi j'ai 56 ans, pour la première fois dans le monde de l'éducation nationale, on dit à ceux qui sont sur le terrain, dites-nous ce qu'il faut faire. Dites-nous comment enseigner dans votre école. Dites-nous ce que vous auriez toujours voulu faire sans avoir la possibilité de le faire. Dites-nous pourquoi vous voulez changer vos méthodes pédagogiques parce que vous êtes dans un contexte assez particulier avec un environnement socio-culturel spécifique. Dites-nous ce que vous voulez faire et on va vous accompagner. C'est quand même un retour en arrière, c'est incroyable. Non, c'est pas un retour en arrière, c'est une révolution copernicienne. C'est une révolution. Je n'ai jamais vu ça. Et nous le faisons réellement. Et en plus, on dit, vous avez droit à l'erreur. Vous, les enseignants ? Vous, qui allez porter un projet. Vous qui allez me dire, demain, dans telle école, le projet que vous voulez développer. Tiens, je travaille avec le principal de Grand Sentier. Vous, le projet que vous allez développer. Et en plus, si vous vous trompez, c'est pas grave. On vous donne le droit à l'erreur. Dites-nous ce que vous voulez faire, vous pouvez vous tromper, on vous donne les moyens. On vous suit, on vous accompagne. Et je pense que c'est en ayant ce type de démarche qui part du terrain. Parce qu'enseigner à Grand Sentier, c'est pas la même chose qu'enseigner à Camopi, c'est pas la même chose qu'enseigner à Cayenne, c'est pas la même chose qu'enseigner à Saint-Georges, c'est pas la même chose qu'enseigner à Saint-Laurent. Et à Saint-Laurent, selon les quartiers, c'est pas la même chose.
donner la main aux enseignants, leur dire, vous savez mieux que personne comment adapter, pas les programmes, hein, les méthodes pédagogiques. Mais sur quel point, par exemple, Saint-Laurent, Grand-Santi-Cayenne, imaginons, d'après les contacts que vous avez pu avoir avec les enseignants, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent? Par exemple, une école maternelle qui va faire ce qu'on appelle l'école flexible. Par exemple, une école, j'étais à Soula en début de semaine, qui dit, moi je veux absolument travailler sur l'interculturalité. Par exemple, du côté de Saint-Laurent, la généralisation peut-être des classes bilingues. Par exemple, à Saint-Georges, prendre acte que le portugais est autant parlé que le français et favoriser le double apprentissage. Vous voyez, à chaque fois tenir compte du contexte particulier. Et arrêter les grandes réformes verticales qui sont censées s'appliquer partout de la même manière? Non, le programme, les programmes, c'est décidé nationalement. La politique éducative, elle est décidée nationalement. Mais la manière de la décliner, elle doit être décidée localement au plus proche du terrain. Et je pense ça, pour rebondir sur votre question, que ça valorise le métier d'enseignant. Parce que eux, ils savent ce qu'il faut faire. Sur les conditions de travail, Philippe Dulbecco, on constate quand même une augmentation des missions imposées au personnel par leur hiérarchie, heures de concertation ou heures de vie de classe inscrites à l'emploi du temps mais non payées, des tâches administratives, alors que la DEP, la division recherche du ministère, a démontré que les enseignants travaillent 43 heures, les enseignants français travaillent 43 heures par semaine en moyenne. Est-ce qu'on en demande trop aujourd'hui aux enseignants? Vous avez parlé tout à l'heure de cette revalorisation salariale annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, qui arrivera en septembre 2023, c'est sur SR3, septembre 2023. On parle de cette revalorisation salariale-là, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de petit deal qui est fait. On vous donne un peu plus d'argent, mais on va vous demander de travailler un petit peu plus. Oui, l'accumulation des missions, c'est l'accumulation des missions que nous demande la société. Dans une société qui est démunie sur un certain nombre de sujets, la laïcité, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la parentalité, la discipline, la violence. On demande à l'école de s'intéresser à toutes ces questions. Et il y a 2 jours, j'étais sur un comité de pilotage sur la lutte contre les grossesses précoces. C'est un vrai sujet en Guyane. C'est pas sujet uniquement éducation nationale. Et effectivement, on demande aux enseignants non seulement de faire un dépassement de fonction, ce pourquoi ils ont été recrutés, enseignés, mais on leur demande d'aller plus loin. Et ça, c'est tout l'honneur de notre métier que d'y répondre. Donc oui, il y a accumulation des missions. Et pour ça, et vous l'avez dit, le ministre considère que ceux qui sont le plus enclins à le faire, parce que c'est un engagement supplémentaire, eh bien il faut les rémunérer davantage. Puisqu'on parle de ces sujets annexes ou périphériques plutôt, on va parler évidemment de cet autre sujet, la violence dans les établissements scolaires. Il y a eu récemment une agression d'un professeur à Soula. On se souvient aussi de ce qui s'est passé juste avant les vacances de la Toussaint dans l'Ouest à Mana et Saint-Laurent. Quand on vous avait reçu à ce même micro, Philippe Dulbecco, pour la rentrée scolaire, vous nous aviez dit que c'était un sujet essentiel à vos yeux. Entre-temps, il y a eu les assises de la sécurité. Comment ça évolue dans les réponses, on va dire, à mettre en place pour contenir et réduire aussi ces phénomènes de violence? Oui, vous voyez, on ne peut pas généraliser. Soula, Saint-Laurent, c'est pas la même chose. Prenons Soula. Soula, c'est un parent qui rentre dans l'école, qui agresse un enseignant et qui agresse la directrice. C'est quand même un fait assez rare. Bon. Vous voyez, par exemple, sur Soula, on ne peut pas généraliser, mais prenons Soula. Le dispositif d'alerte que nous avons mis en place a super bien fonctionné. Tout de suite, une boucle WhatsApp entre directeurs d'école. Tout de suite, les directeurs d'école en proximité sont venus, ça a duré quelques minutes. Tout de suite, les forces de l'ordre sont arrivées. Bon, ça il faut le dire, pour rassurer tout le monde. Pour autant, qu'est-ce qu'on fait à Soula? À Soula, c'est vraiment un exemple intéressant, mais on pourrait prendre Saint-Laurent si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Éducation nationale. Nous, on a décidé non seulement de renforcer les équipes mobiles de sécurité, désolé, mais il faut bien passer par là, et puis en discutant, on voit bien que c'est la question de la parentalité qui est en cause. Et j'avais une idée que je voulais tester quelque part. Ça y est, c'est mis en place, j'ai signé hier le courrier, nous allons tester à Soula un dispositif qu'on va appeler parent vigilant. Ça va fonctionner comment? Ça va servir à quoi? Par exemple, le parent vigilant, c'est très simple. Les parents volontaires qui le souhaitent
parents volontaires qui le souhaitent, on va leur demander non seulement de venir récupérer leur enfant, mais de faire un tout petit peu plus. D'arriver un petit peu avant, d'arriver un petit peu après, et en même temps qu'ils récupèrent leur enfant, de s'assurer que à la sortie de la classe, avec l'enseignant qui accompagne la sortie des enfants, les choses se passent bien. Et si ça se passe pas bien, qu'il soit en mesure, lui aussi, de donner l'alerte le plus rapidement possible. Ou alors d'avoir une discussion entre pairs, PAIR, entre parents. Non, là, il faut pas... On n'agresse pas un enseignant. C'est pas dans les valeurs de l'école et les valeurs de la République. Voilà. On a une discussion avec la mairie très intéressante. Les médiateurs, ça fonctionne très bien à Soula. Bon, j'ai contacté la sous-préfète Mercury, on va mettre un médiateur supplémentaire. On a une discussion avec la municipalité. Question de téléphone pour des alertes, vidéosurveillance. Donc vous voyez, à chaque fois, on essaie, face à des situations, de trouver les bonnes mesures adéquates et non pas d'être dans une politique trop généralisée. Ce qui est intéressant avec les assises, c'est que on connaît nos axes d'intervention, 5, je pourrais vous les citer si vous le souhaitez, et on sait sur chacun des axes d'intervention quelles sont les mesures que nous pouvons déployer. Et après, à nous, avec les partenaires, puisque ce travail a été fait de manière très générale avec l'ensemble des partenaires d'éducation nationale, avec les partenaires de dire voilà, on va puiser dans le catalogue de mesures selon la situation à laquelle nous sommes confrontés. Pour moi, ça a été un exercice très utile. Ça, c'était pour Soula, pour l'Ouest. Vous êtes d'ailleurs déplacé il y a quelques jours là-bas pour préparer, on va dire, la rentrée scolaire. Oui. Depuis la rentrée, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous avez comme information? Écoutez, on est en vigilance, comme partout. Oui. Alors, et on espère ne pas être contredit dans les minutes et dans les heures qui vont suivre. Bon, sur l'Ouest, on a renforcé ce qu'on appelle, nous, la vie scolaire, à Mana et à Berthène-Juminaire. On travaille bien avec la collectivité territoriale guyanaise de manière à renforcer les mesures de vidéosurveillance et peut-être d'avoir pour les prochains mois un bâtiment de délestage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans les établissements, en attendant la mise en service du prochain collège à la rentrée scolaire prochaine. Et puis moi j'assume totalement d'avoir demandé et d'avoir obtenu, mais spontanément, une présence des forces de l'ordre beaucoup plus forte encore, à l'entrée, à la sortie, des patrouilles pendant la journée, et puis des fouilles de cartables, avec la brigade cynophile à Kourou ou sans la brigade cynophile à Saint-Laurent, de manière à envoyer un signal. L'école, c'est un sanctuaire. On ne rentre pas avec tout ce qui pourrait ressembler à une arme. Dernière question, Philippe Dulbecco. Le nombre d'enfants déscolarisés, vous nous aviez annoncé que le rectorat mettrait en place une étude pour avoir des chiffres précis sur ce sujet-là. On en est où ce jeudi 24 novembre? On travaille bien. Si vous voulez, un point de méthode. Allez-y. Allez. Donc on va quand même rappeler pour tout le monde, difficulté pour le rectorat de savoir précisément combien d'enfants sont déscolarisés en Guyane. Vous nous aviez annoncé donc mettre en place une méthodologie de travail. Quelle est cette méthodologie? C'est ça. Le point de départ, c'est 10 000 étudiants non scolarisés. D'où ça vient? Bon, on ne sait pas. Enfants déscolarisés. Enfants, j'ai dit quoi? Étudiants. Oh non, enfants non scolarisés. Bon, non, étudiants, ce serait... C'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Non, écoutez, on a deux méthodes. La première qui est une méthode... On fait ça d'ailleurs avec l'INSEE. La première qui est une méthode assez simple. On regarde les classes d'âge. On regarde dans une classe d'âge combien d'enfants sont scolarisés et combien ne le sont pas. Et méthode dite soustractive, l'écart, ça donnerait le nombre d'enfants théoriquement non scolarisés. Honnêtement, c'est une méthode qui ne peut pas être retenue parce qu'on est dans un pays, comme vous le savez, où il y a quand même beaucoup de flux migratoires et on a une connaissance assez faible de ces flux migratoires qui d'ailleurs peuvent être aussi saisonniers pendant l'année. Deuxième méthode, on tape à la porte de tous ceux qui accueillent des élèves et on leur demande combien vous avez refusé d'élèves cette année. Voilà. Et donc vous mélangerez ces deux méthodes pour avoir un chiffre. Et on aura le chiffre. D'ici combien de temps? On avait dit qu'on aurait un chiffre en début d'année 2023, on aura un chiffre en début d'année 2023, pas seulement pour le plaisir d'avoir le chiffre, pour nous servir d'instrument, de guide dans l'action. On vous invitera à ce moment-là, Philippe Dulbecco, pour justement en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, évidemment, recteur de l'Académie de Guyane, pour parler donc de cette période, notamment d'inscription au concours de recrutement de professeurs qui a été prolongée jusqu'à... Devenir enseignant. .fr pour ceux qui veulent des renseignements jusqu'au début décembre. 2 décembre, il me semble. 2 décembre. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Radio